Ok, bon après-midi à tous. On va devoir commencer avec notre réunion avec quelques minutes de retard. Je pense qu'on ne va pas attendre indéfiniment. Donc, nous avons commencé cette introduction aux approches et méthodes participatives pour le développement. Et on a eu une autre première rencontre déjà. Donc, ça c'est notre deuxième rencontre. Lors de la première réunion, nous avons abordé vu les différents éléments que nous avons à discuter dans ce module et nous avons vu le plan du module et ensemble, on a commencé euh, un essai de définition des approches participatives. On a dit que, en fait, lorsqu'on parle des approches participatives, il est question de parler de la participation et on a essayé de définir la participation. On a parlé des niveaux de participation. On parle de la transmission unidirectionnelle de l'information, où c'est vraiment la dictature. On donne l'information et les gens reçoivent, ils n'ont rien à faire. Deuxième niveau, c'est la consultation qui est bidirectionnelle, mais la partie qui consulte délimite les questions. Et puis, ce que l'autre partie dit n'est pas nécessairement pris, peut être pris en compte, comme cela peut ne pas être pris en compte. Donc, c'est ça. Le troisième niveau, c'est la participation active qui est fondée sur dans lequel toutes les parties prenantes qui sont concernées par une question se prononcent et leurs avis sont réellement pris en compte dans le processus qui est en cours. Ensuite, nous avons essayé de voir à quoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est important vraiment d'utiliser une approche participative lorsque nous mettons en œuvre un projet, lorsque, par exemple, on veut lancer un produit sur le marché, lorsqu'on veut, dans une entreprise, organiser une rencontre comme celle-ci. On a dit que les approches participatives aident à mettre en place un processus dans lequel on travaille en partenariat, mais aussi il permet aux uns et aux autres de partir sur de bonnes bases. Et cela aussi permet de valoriser les savoirs de ceux qui participent au processus. Donc, on a vu beaucoup d'éléments par rapport aux approches participatives. Et puis, on a dit que les approches participatives sont facilitées par des facilitateurs ou animateurs. Et ces facilitateurs et animateurs doivent avoir un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'aptitudes, mais aussi un certain nombre de connaissances. Et on a passé du temps là-dessus. Et aussi, on a travaillé pour voir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une approche participative dans un processus. Et nous avons Nous allons maintenant, cet après-midi, ce que nous allons faire, c'est regarder les méthodes participatives. Donc, pour ce qui est des méthodes participatives, donc on a parlé des méthodes, des approches et systèmes d'information géographique participatifs. Donc, cet après-midi, comme je disais, on va se focaliser sur les méthodes participatives. Donc, vous noterez qu'une méthode, c'est une manière de planifier, d'organiser, d'entreprendre une activité et, par exemple, semer, récolter, faire une forêt communautaire dans un village, réaliser, comme j'ai dit, lancer un produit dans une entreprise. Et chacune de ces méthodes décrit une manière d'effectuer un certain nombre d'opérations. Les méthodes participatives sont, elles aussi, distinctes selon ce que l'on veut faire et à quel moment on veut le faire. Donc, on a plusieurs méthodes participatives qui existent. Et la première méthode participative qu'on utilise généralement, c'est ce que nous appelons le diagnostic participatif, qui commence avant que l'action se mette en place. Donc, le diagnostic participatif, c'est une méthode participative qui est faite avant qu'un produit soit lancé, avant qu'un projet soit mis en œuvre, avant qu'une initiative soit mise en place. Une fois l'initiative mise en place, l'autre méthode participative qu'on utilise, c'est la participation à la collecte des données de base. Parce que pour pouvoir définir l'objectif qu'on veut poursuivre, définir là où on veut aller, il faut connaître quelle est la situation de base aujourd'hui. Et pour le faire, on utilise également cette méthode participative qui est la méthode de participation à la collecte des données de base. Ensuite, nous avons le suivi participatif. Dès que l'action est lancée, il y a cette méthode participative qu'on appelle le suivi participatif où, ensemble avec
les animateurs, facilitateurs ou ceux qui sont initiateurs du projet et les bénéficiaires ensemble suivent la mise en œuvre du projet, suivent et s'assurent que tout ce qui avait été, tout ce qu'ils avaient mis en place au début au niveau du diagnostic participatif est véritablement en train d'être poursuivi. Et enfin, par moment aussi, même durant le projet, on fait l'évaluation participative et à la fin aussi, il y a une évaluation participative. Donc voilà les 4 méthodes participatives qu'on utilise dans une initiative qu'on met en place. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le diagnostic participatif. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Pas de questions. Donc, maintenant, nous allons commencer, comme je l'ai dit, avec le diagnostic participatif. Donc, la première question que nous posons, c'est qu'est-ce que le diagnostic participatif? On dit que c'est une méthode qui permet de répondre selon le point de vue des membres de la communauté ou des groupes cibles. On va revenir sur l'exercice que je vous ai donné sur les communautés, sur les groupes cibles, et on va parler de ça ici. Donc, lorsqu'on fait un diagnostic participatif, en fait, on veut pouvoir répondre donc, c'est une méthode qui sert à répondre selon le point de vue des membres des communautés ou groupes cibles aux différentes, un certain nombre de questions. Donc, on se pose, on veut mener une initiative, on veut lancer un produit, on veut réaliser un processus et on veut pouvoir répondre à un certain nombre de questions concernant ce processus-là selon le point de vue des groupes cibles, selon le point de vue des communautés. La première question, c'est quelles sont les activités qui sont nécessaires et qui peuvent être appuyées. Donc, pour que l'initiative, comme on a dit, ça peut être qu'on veut semer, on veut créer un champ communautaire. La question, c'est quelles sont les activités qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce champ communautaire. Deuxième question, est-ce que les bénéficiaires acceptent que l'activité proposée par les intervenants extérieurs? Donc, on va le voir plus tard. Vous avez dans le cas du diagnostic participatif, on parle de plusieurs cas. Le cas où l'initiative est initiée par les gens extérieurs qui sont à Kinshasa, qui sont à Yaoundé, qui sont à Brazzaville, qui sont à Londres ici ou à Paris, qui décident que bon, on va résoudre tel problème et qui vont sur le terrain pour résoudre ce problème. Donc, il faut que les bénéficiaires ici acceptent que les activités proposées puissent se faire. Et pour savoir si les bénéficiaires acceptent, on doit mettre en œuvre le diagnostic participatif. Et aussi, l'une autre question qu'on se pose, c'est est-ce que les activités envisagées sont pertinentes et réalisables? Donc, aussi, à l'aide des intervenants extérieurs, les membres de la communauté identifient les conditions nécessaires à la réalisation des activités. Ils collectent les données essentielles qui leur permettront de déterminer si la communauté dispose des conditions ou alors s'il faut créer des conditions pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est proposé. Et grâce à un cadre de travail pour le diagnostic, chaque activité examinée en termes de conditions nécessaires et celles qui ne sont pas réalisables sont purement et simplement éliminées. Donc, comme je disais, dans le premier cas, on a souvent les cas où l'activité est initiée par l'acteur extérieur, mais aussi ça peut être une discussion entre les communautés et les acteurs extérieurs pour initier le processus. Mais on a aussi des cas où les communautés initient quelque chose et font appel à des acteurs extérieurs pour les appuyer. Donc, on va voir chacun de ces cas-là. Donc, comme je disais, il y a 3 scénarios. Les intervenants extérieurs ont peut-être déjà pris certaines décisions. Donc, dans le cas où vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Londres, vous êtes à Paris, vous êtes à Yaoundé, et vous décidez que d'aller résoudre un problème sur le terrain, il y a certaines décisions que vous avez déjà eu à prendre. Il y a un certain nombre d'initiatives que vous avez eu à mener. Vous avez déjà un financement. Vous avez déjà décidé que le projet va durer 2 ans. Vous avez déjà décidé. Donc, il y a un certain nombre de décisions que vous avez déjà prises. Le deuxième, c'est que le diagnostic participatif, lorsque les communautés et les intervenants extérieurs sont à l'origine, donc il y a une discussion entre vous d'abord, avant que l'initiative soit mise en place. Vous êtes entendu, je prends les cas, par exemple, où dans les villages, on veut créer des puits d'eau.
on dit le projet va apporter, par exemple, le financement de tel montant, les communautés vont contribuer à telle hauteur de 30%, et leurs 30%, ils vont pouvoir soit cotiser de l'argent entre eux pour pouvoir financer cela, ou alors ils vont apporter le matériel. Bref, dans ce cas, c'est le deuxième cas où les communautés et les intervenants extérieurs sont à l'origine de l'activité. Et le troisième cas, c'est le diagnostic lorsque les membres de la communauté sont à l'origine de l'activité eux-mêmes. Et ils appellent juste les autres pour venir les aider. Donc, nous allons commencer avec le premier cas où les intervenants extérieurs ont déjà pris certaines décisions. Par exemple, le problème, ils peuvent déjà avoir découvert que non, voici le problème qui se pose là-bas, voici les solutions que nous voulons apporter, ou voici les solutions que nous pensons pouvoir apporter au problème. Deuxièmement, ils peuvent, comme je l'ai dit tantôt, déjà avoir décidé du financement. Pour ceux qui travaillent, par exemple, avec des ONG parmi vous, vous allez savoir que beaucoup d'initiatives d'ONG sont sur cette base, où les intervenants extérieurs prennent certaines décisions. Ils voient quel est le problème. Ils voient, par exemple, au Congo, les forêts sont en train d'être détruites. Il faut faire quelque chose pour stopper cela. Une des choses qu'on peut faire, c'est, par exemple, aider les communautés à avoir leur propre forêt. Et ils poussent pour que le gouvernement mette en place la foresterie communautaire. Et quand la foresterie communautaire est mise en place, il faut maintenant accompagner les communautés. Et là, parfois, des projets sont mis en place. Le problème et les solutions sont déjà décidés. Les financements sont arrêtés. Et parfois, le gouvernement national, local, ont déjà négocié avec les intervenants extérieurs ou, dans certains cas, ont même déjà pris l'initiative du projet. On prend l'exemple des aires protégées ou des concessions forestières, que ce soit au Cameroun, en Centrafrique, bref, dans le bassin du Congo. Parfois, le gouvernement négocie avec les intervenants extérieurs, décide déjà même des contours de l'aire protégée, le contour de la concession forestière. Et lorsque ces intervenants viennent sur le terrain, les communautés sont mises devant les faits accomplis. Donc ça, c'est le cas où les intervenants extérieurs ont déjà pris certaines décisions. Aussi, parfois, on a déjà délimité, comme je disais tantôt, au sein du pays, au sein de l'endroit, et les équipes vont simplement aller informer les communautés et vont avoir un peu, discuter avec elles pour voir quelles sont les modalités de leur participation effective. Donc ça, c'est le premier cas. Toujours dans le premier cas, dans ce cas-ci, on dit que le rôle des facilitateurs est d'aider à identifier là où les communautés, là où se trouvent les communautés. Par exemple, lorsqu'on crée une aire protégée dans un pays, actuellement, par exemple, nous sommes en train de travailler sur une aire protégée qui a été créée au Congo-Brazzaville et où au départ, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y a des autochtones dans cette région. Et aujourd'hui, il faut revoir la consultation au niveau des autochtones pour s'assurer que déjà, ils ne connaissaient même pas le nombre de communautés. Allô? Oui. Oui, allô? Allô, quelqu'un parle? Il n'y a pas de son chez moi. Les amis, vous avez le son? Oui, je pense que les autres ont le son. Donc, les amis ont le son. Donc, je vais revenir sur la question d'Aurélie tout à l'heure. Donc, j'ai fini avec ce que j'avais commencé là. Donc, je disais que euh, dans ce cas-ci, lorsque les intervenants extérieurs ont déjà pris un certain nombre de décisions, le rôle des facilitateurs est déjà d'aller identifier les communautés qui existent là-bas. Donc, on a une aire protégée, par exemple, on a dit, dans un pays, on dit on veut établir 5 districts de santé dans telle ou telle région. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre le district de santé? Il faut aller sur le terrain, voir le nombre de communautés, les populations, comment elles sont disposées, où est-ce que ce serait bien de mettre le district de santé, ainsi de suite. Donc, mais aussi, parfois, il y a des cas où, dans le cadre de certains projets, il faut limiter le nombre de communautés qui doivent participer. Donc, le rôle ici, parce que certaines décisions sont prises, le financement est arrêté, la durée même du projet est arrêtée. Donc, si vous avez, par exemple, dans le cadre d'un projet, par exemple, de foresterie communautaire,
vous avez un financement de 3 ans et vous ne pouvez pas travailler avec toutes les communautés de la RDC. Vous allez aller choisir une région prioritaire, vous allez vous focaliser sur un certain nombre de communautés. Et donc, ça, c'est le rôle des facilitateurs dans ce cas-là. Donc, avant de voir le deuxième cas, je vais revenir donc sur la question d'Aurélie qui demandait quelle est la différence entre le suivi et l'évaluation participative. Donc, l'évaluation, déjà le suivi. Donc, lorsque vous avez fait le diagnostic participatif avant le projet, vous avez collecté les données de base. Donc, ça, c'est les 2 premières étapes. Vous faites le diagnostic participatif. Ensuite, vous collectez les données de base qui vous permet de savoir, voici la situation avant que le projet ne commence. Dès que le projet commence maintenant, vous devez faire le suivi participatif. Donc, il y a le suivi participatif pendant que le projet est en train d'évoluer. Et maintenant, il y a l'évaluation participative qui se fait à la fin du projet, qui peut se faire, parfois on parle d'évaluation à mi-parcours. Et parfois aussi, on parle d'évaluation de fin de projet. Donc, on fait une évaluation à la fin du projet. Donc, vous avez le suivi qui se fait pendant que le projet se met en œuvre et vous avez l'évaluation qui se fait à certaines périodes du projet et puis à la fin du projet. OK? OK. Donc, on va continuer. Oui, je pense que le conseil que Jean-Claude donne, ce serait bien. Il faut trouver le moyen de te connecter et de te déconnecter et te reconnecter encore. Donc, voilà, ça c'est le premier cas. Dans le cas où ceux qui ont pris l'initiative du projet, ceux qui ont initié le processus, ont déjà pris un certain nombre de décisions. Ça peut être le financement, ça peut être le problème qu'on veut résoudre, ça peut être la durée de l'initiative, ça peut être l'endroit même où l'initiative va se mettre en œuvre. Donc, tout ça est déjà pris. Donc, dans ces cas-là, le diagnostic participatif consiste, à identifier quelles sont les communautés qui sont dans cette zone où on veut travailler. 2, quel est le rôle que ces communautés vont jouer et est-ce qu'elles acceptent de pouvoir participer à ce processus? Si elles n'acceptent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et généralement, on ne leur donne pas le choix, malheureusement. Et aussi, dans le premier cas aussi, on voit les modalités, comment est-ce qu'elles vont faire le suivi et puis elles vont pouvoir participer dans les autres étapes que dont nous avons parlé précédemment. Donc, ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas maintenant, on a le diagnostic participatif lorsque les communautés et les intervenants extérieurs sont à l'origine des activités. Donc, c'est une concertation entre les communautés et les acteurs extérieurs pour identifier le problème, pour réfléchir sur les solutions, pour maintenant définir quel sera le budget du projet, quelle sera la durée du projet. Donc, tout ça est fait en partenariat entre ces 2 acteurs. Donc, dans ces cas-ci, donc, il faudrait toujours ici, lorsque on a eu ce cas-ci où non, je crois qu'il y a une confusion ici. Ça, c'est le cas. Ici, c'est toujours le cas 1. Donc, je parlais toujours du cas 1 ici. Attendez un instant, je vais modifier ça. Ça, c'est toujours le cas 1. Donc, ici, j'ai dit que bien que les intervenants extérieurs aient choisi la communauté qui va offrir leur avis, ils vont se prononcer sur l'activité, les communautés doivent exprimer leur consentement libre, informé et préalable. Donc, ils doivent dire si ils acceptent l'initiative et s'ils veulent participer, quelles sont les conditions dans lesquelles ils souhaiteraient participer. Bien qu'on a dit ces 2 ans, bien qu'on a dit le financement est déjà là, mais la communauté doit pouvoir exprimer son consentement. Et on a vu des cas où les communautés ont dit non, 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 nous ne voulons pas participer à ce projet. Et parce que ces projets sont souvent
limité en termes de nombre de communautés qu'on va atteindre. Donc, si l'objectif, c'est d'atteindre 10 communautés, au départ, lorsque vous faites le diagnostic participatif, vous allez visiter 20 communautés au moins. Et parmi les 20, il y aura quelques-unes qui vont dire non, et vraiment, on a besoin de plus d'informations. En fait, on ne comprend pas pourquoi vous avez fait la décision à notre place, et elles vont refuser. Du coup, vous allez donc vous tourner vers celles qui sont disponibles, qui disent, oh, vraiment, c'est vous qu'on attendait, vraiment, venez, on va travailler. Et c'est avec eux que vous allez donc, ils vont exprimer leur consentement de pouvoir participer à ce processus et vous allez pouvoir avancer avec eux. OK? Donc, ça, c'était le cas 1 toujours. Voilà. Donc, dans le deuxième cas, comme je l'ai dit, dans le deuxième cas, vous avez le cas où les communautés vivent une situation et les acteurs extérieurs sont au courant de la situation et se mettent ensemble avec les membres de la communauté pour réfléchir sur le problème qui se pose, sur les activités qu'il faut proposer et voir si ces activités répondent à ce que les communautés pensent comme étant la solution au problème qui est en train de se poser. Donc, on dit qu'il est souvent important de s'assurer que c'est vrai que c'est une concertation entre les acteurs extérieurs et la communauté, mais c'est toujours important que les communautés, parce que parfois ça peut être quelques membres des communautés qui ont réfléchi au début, mais après il faut s'assurer que toute la communauté est véritablement mobilisée pour mener cette action. Donc, lorsque les intervenants extérieurs facilitent le diagnostic participatif, comme je l'ai dit, on les appelle soit animateurs ou facilitateurs. Ils doivent discuter ouvertement de ce qu'ils peuvent offrir aux communautés. Que ce soit dans le cas où les communautés, ils ont pris la décision déjà avant de venir, ou dans le cas où il y a concertation entre eux et les communautés, il faut que les acteurs extérieurs disent clairement quel sera leur apport. Est-ce que ça va être juste facilité? Est-ce que ça va être le financement? Est-ce que ça va être le matériel qu'il faut utiliser? Est-ce que ça va être même les facilités? Par exemple, lorsqu'on a une réunion, on a besoin de manger, on a besoin de boire. Parfois, c'est important que les acteurs extérieurs disent, bon, nous, on ne pourra offrir que ceci au niveau du diagnostic participatif, que les communautés le savent avant de pouvoir s'exprimer s'il faut continuer ou pas. Donc, il peut s'agir des ressources matérielles dont la communauté ne dispose pas. Par exemple, ça peut être si c'est le cas d'un champ communautaire, comme je parlais, ça peut être des plants, ça peut être des pelles, ça peut être des dabas, et tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Les acteurs extérieurs peuvent dire, OK, ça, nous allons apporter. Mais pour pouvoir aller sacrer le champ, creuser, pour pouvoir faire le semis, tout ça, c'est vous qui devez travailler cela et vous devrez pouvoir le faire. Donnez-moi une minute, je vais dire au revoir à quelqu'un qui est à la maison. Là. Une minute, je vous en prie. Une seconde. Monsieur encore là. OK. Donc, je disais que les animateurs doivent, les facilitateurs ou animateurs extérieurs doivent clairement dire euh, qu'est-ce que le projet va pouvoir apporter, qu'est-ce que eux ils vont pouvoir apporter. Et ça peut être des ressources matérielles que la communauté ne dispose pas. Ça peut être des conseils techniques et d'organisation. Dans le cadre, par exemple, de la foresterie communautaire, il y a beaucoup d'aspects techniques qu'il faut mettre en œuvre selon que la loi a défini. Donc, les acteurs extérieurs doivent clairement dire, nous, voilà les conseils, voilà ce que nous serons à même de vous apporter. Il peut également faire savoir aux membres de la communauté qu'il faut examiner avec beaucoup de précautions la décision d'accepter, de modifier, de rejeter les activités prévues. Donc, comme je disais, il faut que là, qu'ils disent bien aux communautés que les communautés ne sont pas obligées de faire Donc, si vous voulez vraiment que la participation soit active, comme on l'a vu au début, il faut que ce soit clairement dit aux communautés que
en fait, on ne vient pas, on n'est pas là pour vous forcer la main. Si vous pensez que euh, ce qui est proposé ici ne vous arrange pas, vous êtes libre de pouvoir prendre la décision de, de dire non et d'arrêter maintenant. Parce que si cela n'est pas fait, plus tard, les activités vont échouer et ce sera tout le monde qui va perdre en fait. Donc il faut pouvoir examiner tous les objectifs afin de s'assurer que à la mesure du possible, les désirs, les besoins de chacun sont satisfaits. Donc, le diagnostic participatif prend en considération tous les objectifs pertinents. Ceux des membres de la communauté qui vont bénéficier directement au projet, mais aussi ceux des personnes qui ne bénéficieront pas indirectement, ainsi que les objectifs des intervenants extérieurs. Donc, il faut s'assurer que tous ceux qui sont dans l'environnement où le projet est en train d'être mis en œuvre, leurs objectifs sont pris en compte. Je prends l'exemple d'une école qui est en train d'être construite quelque part. Vous pouvez avoir dans un village des personnes qui n'ont pas d'enfants. Vous allez vous dire, bon, l'école ne les concerne pas. Non, ils ont un objectif. Peut-être leur objectif peut être de pouvoir travailler dans l'école. Leur objectif peut être euh, d'être le gardien de l'école. Bref, d'avoir un emploi au travers de l'école. Donc, tout cela doit être intégré. Ils peuvent même vouloir que pendant la construction de l'école, ils peuvent être manœuvre dans dans le projet qui va être mis en œuvre. Donc, tous ces objectifs, les parents, pour eux, leur objectif, c'est qu'il y ait une bonne école, qu'il y ait des bancs qui soient bien, qu'il y ait suffisamment de maîtres pour pouvoir mettre une école qui fonctionne bien pour leurs enfants. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas d'enfants, donc ils auront des objectifs différents. Il peut y avoir même dans le village quelqu'un qui voudrait que l'espace qui va être utilisé pour construire l'école, que cet espace lui soit donné pour peut-être mettre un autre projet dessus. Ça peut être un projet, par exemple, je prendrais quel exemple? Ça peut être un endroit où quelqu'un veut créer une boutique, créer un supermarché, hein, dans un endroit, et cet endroit aussi, on veut l'utiliser pour pouvoir mettre une école. Donc, vous voyez qu'il va falloir trouver un compromis entre les avis de certains, ceux qui veulent cet endroit comme supermarché, ceux qui veulent cet endroit comme école. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre endroit pour le supermarché ailleurs ou l'école ailleurs? Donc, tous les avis des uns et des autres doivent être pris en compte. Donc, le diagnostic encourage le débat sur tous les objectifs, ce qui permet d'identifier ceux qui sont contradictoires et ceux qui sont complémentaires, de manière à pouvoir mettre tout cela ensemble et construire quelque chose qui va être durable. Parce que, comme je l'ai dit, le diagnostic participatif évite que les projets échouent, évite que les projets commencent et plus tard, les gens ne sont pas intéressés et du coup, l'initiative échoue. Donc, je propose qu'on s'arrête ici parce que le temps est fini et je vais relancer la réunion une fois ce Zoom stoppé. Donc, je vais relancer tout à l'heure pour que nous puissions continuer. Donc, je vais arrêter maintenant pour que la vidéo soit correctement faite, pour que je puisse envoyer ça aux amis une fois que nous aurons terminé. Donc, on se voit dans 2 minutes. Comment?